La chaîne de l'Himalaya est un ensemble de montagnes s'étirant sur plus de 2400 km de longueur avec une largeur de 250 à 400 km. Elle débute à l'ouest au Pakistan avec le Nanga Parbat culminant à 8126 mètres dans la vallée du fleuve Indus. Elle se termine à l'est au Namcha Barwa culminant à 7766 mètres au Tibet avec la vallée du fleuve Brahmapoutre. Elle sépare le sous-continent indien du plateau tibétain dans le sud de l'Asie. On y trouve les plus hautes montagnes du monde, soit 14 sommets culminant à plus de 8000 mètres d'altitude, dont le plus haut de tous est le mont Everest à 8848 mètres, à la frontière entre le Népal et la région autonome du Tibet en Chine. Le Gasherbrum II est situé à l'ouest de la chaîne himalayenne, au Cachemire pakistanais, dans le Karakorum. Louis Audoubert, c'est un Pyrénéen de 40 ans, membre du GHM, le groupe de haute montagne. C'est un amateur, certes, mais bien connu du milieu montagnard par ses nombreux exploits alpins. Première hivernale de l'arête de Peutret au Mont Blanc, traversée en solitaire du Noshak à 7453 mètres en Hindoukouche. Marc Battard, jeune aspirant guide de 23 ans, installé à Annecy. Il possède un palmarès déjà très prometteur. Première solitaire de la voie diagonale au Mont Blanc. Première solitaire hivernale du couloir du Diable au Mont Blanc du Taku. Première du pilier nord-nord-est du Huansong à 6400 mètres au Pérou. Sa résistance physique est exceptionnelle. Frédéric Bourbousson, Benjamin de l'équipe, aspirant guide de 22 ans, il est de Carpentras. Il a ouvert de nombreuses voies en Oisan. André Chariglione, ingénieur électronicien. À 32 ans, c'est un alpiniste de haut niveau qui préfère pratiquer la montagne en amateur. Il habite Annecy. Jean Duprat, lyonnais, mais établi au village du Tour, dans la vallée de Chamonix. Guide et membre du GHM, il a 35 ans, avec quelques bouts de doigts de pied en moins, souvenir que lui a laissé l'ascension de la terrible face nord de l'Eiger, faite par mauvais temps. Jean-Jacques Forat, 29 ans, lyonnais, attaché commercial. Alpiniste et également skieur de haute montagne, il a à son actif plus de 300 sommets. Hélène Frézafont, jeune savoyarde de 22 ans, femme de Jean-Pierre Frézafont, chef d'expédition. Elle a très efficacement collaboré à la préparation et s'est plus particulièrement occupée de l'intendance. Nous avons pu remarquer la composition très variée des 1,5 tonnes de nourriture. Jean-Pierre Frézafont, c'est le chef d'expédition. Il a 40 ans, lyonnais, agent commercial.
Membre du GHM, c'est un alpiniste amateur qui a réalisé de grandes ascensions. 2 années ont été nécessaires pour la préparation de cette expédition. Bernard Machaut, 24 ans, aspirant guide, membre du GHM. Excellent grimpeur lyonnais, s'illustrant par ses nombreuses premières dans les Alpes et ses ascensions en solitaire dans les plus grandes voies. Alain Raymond, médecin chirurgien lyonnais, il a 30 ans et travaille à l'Hôtel-Dieu. Sportif mais non alpiniste, il sera très efficace dans l'exercice de son art. Il interviendra entre autres pour soigner des bronchites aiguës, recoudre un cuir chevelu, faire usage de son scalpel, diagnostiquer et gérer un œdème pulmonaire. Yannick Seigneur, 35 ans, guide à Megève, membre du GHM. Tout le monde le connaît. Il est certainement l'un des meilleurs alpinistes du moment. Vainqueur en 1971 du Makalu par son pilier ouest à 8463 mètres. Jacques Soubise, 47 ans, membre du GHM et doyen de l'expédition. Chirurgien dentiste à Bordeaux. Il collectionne les expéditions. Il fut le compagnon de Lionel Terray. Jacques est l'encyclopédie des montagnes de la Terre. François Valenceau, ingénieur, membre du GHM, il habite Grenoble et il a 33 ans. C'est un excellent grimpeur. Bernard Villaret de Chauvigny, 39 ans, lyonnais expatrié. Il est directeur commercial dans une firme américaine à New York. Amateur mais montagnard chevronné, Bernard va pouvoir nous faciliter la tâche comme interprète auprès des autorités pakistanaises et des porteurs. Nous sommes le 12 avril 1975 à Brignais, dans la région lyonnaise, pour le départ du camion. Jean-Pierre Frézafont et Benoît Mathieu, un ami, vont assurer l'acheminement du matériel. Roulant jour et nuit, se relayant toutes les 3 heures, ils mettront 12 jours pour couvrir la distance de 9500 km. Destination Rawalpindi, ancienne capitale du Pakistan. Ce n'est que le 28 avril que le reste de l'équipe les rejoindra par avion. Le camion nous est prêté par Berliet. Voici un petit aperçu du chargement. 5 tonnes de matériel, 1,5 tonne de nourriture, 14 tentes d'altitude, 9 tentes pour le camp de base, une grande tente messe, 6000 mètres de corde. Après avoir traversé l'Italie, la Yougoslavie, la Turquie et l'Iran, nous voici en Afghanistan. À environ 3000 mètres d'altitude, nous longeons un lac en plein désert dans la région de Ben-Yamir, au nord de Kaboul. Les caravanes Patchou sillonnent encore le pays et traversent l'Asie sans être nullement inquiétés aux frontières, se livrant à leurs négoces habituels, le sel,
la drogue et autres denrées. C'est l'arrivée à Rawalpindi. Nous nous sommes retrouvés, l'équipe au grand complet. C'est tout d'abord l'opération déchargement. Avec la nouvelle réglementation, nous sommes obligés de recomposer nos caisses et de les limiter à 27 kg chacune, charge destinée aux porteurs. Nous avons eu tout notre temps pour terminer les caisses et même pour flâner à travers la ville et plus particulièrement dans le grand bazar de Rawalpindi. Nous rencontrons notre premier gros problème après les innombrables péripéties et bakshish versés aux douanes. En effet, nous devons prendre un avion de l'armée pakistanaise pour pénétrer dans le Cachemire. L'avion ne volant qu'à vue, c'est-à-dire au plus à 6000 mètres d'altitude, nous avons dû patienter près de 8 jours avant que le ciel soit parfaitement clair, car la ligne aérienne emprunte un défilé très étroit, pouvant devenir très dangereux. Nous assistons à une démonstration magistrale comparable à celle d'un vendeur de la société Moulinex. Là, c'était des oranges. C'est fort, hein, pour vendre des oranges. Qu'est-ce qui peut être les petits pois, et petits rouges, les courgettes. Ah, l'aubergine. Marche aux légumes ici. Marche aux légumes. Les pommes de terre. Tous les métiers sont représentés dans la rue. On peut voir ici le boulanger avec ses chapatis, le barbier, le cordonnier, le bijoutier, le ferblantier, le cireur de chaussures et bien d'autres encore. Nous voici partis à bord d'un avion militaire C-130, destination Skardou, ville du Cachemire pakistanais.
survolons le Nanga Parbat qui culmine à 8125 mètres. Nous atterrissons à Skardou, capitale du Baltistan, au bord du fleuve Indus. Le Baltistan est une sous-province du Cachemire pakistanais. Tous les soirs, c'est pour ainsi dire des tempêtes de sable de part et d'autre de l'Indus. Ce fleuve long de 2880 km prend sa source au Tibet, puis traverse le Cachemire, le Pakistan du nord au sud, pour se jeter enfin dans l'océan Indien, ou plus exactement dans la mer d'Oman, près de Karachi. Le rocher de Bouddha, vestige bouddhiste vieux de plus de 1000 ans, situé à quelques kilomètres de Skardou. Nous sommes réveillés tous les matins par la musique de l'armée pakistanaise que nous n'avons aperçue nulle part tout au long de notre marche d'approche. Cependant, un jeune officier, le capitaine Kokab, nous sera imposé et se joindra à l'équipe. Il surveillera le bon déroulement de l'expédition et assurera la liaison avec nos porteurs. Pendant que les femmes travaillent à la maison et aux champs, les hommes prient ou boivent du thé. Le fileur de laine. Pendant combien de temps verrons-nous encore ce mouvement, ces gestes ancestraux du filage de la laine? Dans cette contrée, la nourriture principale est le blé. Ils en font une farine complète avec laquelle ils confectionnent des galettes appelées chapati. L'étroite vallée que nous avons commencé à remonter va progressivement s'élargir. Nous découvrons alors des parois de granit de plus de 2000 mètres de hauteur. Nous avons pour cette marche d'approche 200 km à faire à pied pour remonter cette vallée du Braldo, avec de nombreux passages dans des endroits escarpés où nous apprécions le courage et l'équilibre de nos porteurs lourdement chargés. La traversée de ces torrents est excessivement dangereuse. Leur force est inouïe. De plus, l'eau issue des glaciers n'atteint que quelques degrés. C'est à Ascolé,
dernier village situé à 3000 mètres d'altitude, que nous avons acheté les 2,5 tonnes de farine. À nos 200 porteurs actuels viennent se rajouter 100 porteurs pour porter la nourriture des porteurs. Tous les soirs, nous vaquons à nos occupations. Ici, notre toubib ouvre sa consultation quotidienne et c'est à chaque fois un défilé de patients plutôt curieux qui viennent se faire soigner. Beaucoup sont porteurs de goitre par manque d'iode. Pour certains, c'est la première fois qu'ils voient un docteur. Tous les 2 jours, nous faisons la distribution de cigarettes. Nous leur devons 5 cigarettes par jour et 2 boîtes d'allumettes par semaine. Cette distribution permet du même coup de contrôler nos porteurs. Nous arrivons à un des passages les plus dangereux de la marche d'approche. C'est la traversée du Bras d'eau sur un pont de lianes de 60 mètres de longueur, constitué à partir de brindilles d'osier, tressées en petits et gros câbles, le tout arrimé à des bastions de pierres sèches ancrés à chaque extrémité. Vu l'état du pont, nous avons décidé de le renforcer avec nos cordes et par mesure de sécurité, nous faisons traverser les porteurs un par un. Il n'est évidemment pas question de faire un faux pas. Une chute dans ces eaux tumultueuses et glacées eût été irrémédiable. Nous avons appris par une expédition suivante que le pont avait cédé. Les étapes sont relativement courtes, de 8 à 20 km, suivant la difficulté rencontrée sur le terrain. Pour certaines étapes, le dénivelé fut important. Le fait de contourner des obstacles a multiplié les montées et descentes qui nous paraissaient interminables. La fabrication du pain a conservé dans ces régions un caractère sacré. La confection de ces chapatis est un véritable rite religieux pendant lequel nous ne pouvons y toucher. Nous sommes à 3400 mètres, étape précédant le glacier du Baltoro.
C'est une longue moraine de glace recouverte de caillasses qu'il nous faut remonter. Des contrôles rigoureux sont effectués auprès de nos porteurs pour éviter la disparition de notre matériel. Nous avons déjà parcouru plus de 100 km à travers la montagne. C'est le 10e jour de marche d'approche et nous commençons à remonter ce fameux glacier du Baltoro, un des plus longs du monde, 65 km. C'est au bout de ce glacier que nous installerons notre camp de base. Le décor est grandiose. Nous sommes à plus de 4000 mètres. De véritables cathédrales se dressent devant nous. Les porteurs nous ont causé bien des soucis. Et ce n'est pas la fatigue physique qui l'a emporté, mais plutôt la tension nerveuse. Tous les matins, nous nous levions vers 5 heures et c'est seulement vers 10 heures que les premiers porteurs commençaient à partir. Pour eux, le temps ne compte pas, l'humeur est très changeante. Bernard Villaret a été le principal interprète. Avec le concours précieux de l'officier pakistanais qui nous accompagnait, le capitaine Kokab, il nous a sortis maintes fois du pétrin dans lequel nous nous retrouvions chaque jour, à force de diplomatie et de persévérance. Et la marche reprend dans un décor dont nous rêvions tous. Découvrons alors la tour de Mustag, 7273 mètres. Elle a été gravie il y a 20 ans déjà par les Anglais et les Français, suivant 2 itinéraires différents. Nous approchons de Concordia, site fantastique, au carrefour de 2 vallées glaciaires, l'une étant le prolongement du glacier du Baltoro, l'autre menant au K2, 8611 mètres, 2e sommet le plus haut du monde après l'Everest. Nous sommes à 4600 mètres. Bientôt, les porteurs refuseront d'avancer plus loin. Il est près de midi et la chaleur est à peine supportable tant la réverbération est intense. Nous marchons seulement depuis 2 heures et nous commençons sérieusement à enfoncer. Nous étions pourtant prêts à partir ce matin à 5h30. Louis Audoubert et Bernard Villaret font la trace loin devant
et nous signalent par radio qu'ils ont trouvé un endroit sec pour bivouaquer en bordure du glacier. Nous arrivons à convaincre les porteurs de repartir en leur faisant comprendre qu'il est préférable pour eux de passer la nuit au sec plutôt qu'au beau milieu d'un glacier. Le camp de base n'est plus très loin. Les porteurs le sentent, ils paraissent pressés d'arriver. Au loin, nous apercevons le K2. Dernière étape, dans un site un peu lunaire, où se dressent ces fameux blocs de glace que l'on surnomme les pénitents. Marc Bâtard tombera un peu plus loin dans une crevasse et restera coincé à une quinzaine de mètres de profondeur. Il en sera quitte pour 7 points de suture. Le glacier va devenir beaucoup plus tourmenté à cet endroit et il y aura quelques passages délicats entre les séracs qui seront rendus plus difficiles encore à cause des lourdes charges et des chaussures ultra légères des porteurs. Enfin, après 15 jours de marche d'approche, nous sommes en vue du camp de base. Nous encorderons les porteurs afin de pouvoir terminer en toute sécurité cette dernière étape. C'est le Gasherbrum 2 que nous apercevons au loin, à l'extrême gauche, au-dessus d'un chaos de sérac. Le camp de base est installé. Nous sommes à 5150 mètres. Sous la grande tente-messe, on fête cette arrivée. Bernard Machaut et François Valenceau ont l'air de bien apprécier la cuisine. Alain Raymond se lance dans les crêpes. Voici le Gasherbrum 2 avec son éperon central que nous allons essayer de gravir. Nous avions prévu un peu plus d'1 mois d'ascension à partir du camp de base. Il nous reste seulement une vingtaine de jours. Il faut faire vite, mais les distances sont trompeuses.
À vol d'oiseau, il y a 5 km entre le camp de base et le sommet. En se relayant, nous allons mettre 3 jours pour atteindre le camp 1. Nous installerons seulement 2 camps d'altitude. L'assaut final se fera depuis un bivouac au plus proche du sommet. Nous sommes au camp 1, à 5900 mètres, bien à l'abri au pied d'une arête rocheuse. Notre premier geste est de faire fondre la neige afin de pouvoir nous préparer une boisson chaude. L'air est très sec et nous sommes tous atteints de toux violentes et certains même de bronchites aiguës. Frédéric Beaubousson connaîtra les premiers signes caractéristiques de l'œdème du poumon et sera obligé de redescendre bien en dessous du camp de base pour pouvoir récupérer. Yannick Seigneur sera cloué 3 jours au camp de base avec une bronchite. Jean-Pierre Frézafont s'est fêlé une côte au terme de la marche d'approche et commence à récupérer. Marc Battard s'est très vite remis de sa chute. Bernard Villaret soigne une douleur à l'épaule. Alain Raymond, notre toubib, est très efficace. Nous aurons tous recours à ses services. L'accès au camp 1 s'est fait à travers un chaos indescriptible de sérac. Le balisage de l'itinéraire sera impératif et nécessitera un grand nombre de fanions. Cet itinéraire sera sans cesse modifié. Nous nous relayons. Chaque montée équivaut pour nous à un portage, car il avait été décidé que nous acheminerions le matériel nous-mêmes sans porteur d'altitude. Chose inattendue, cet éperon que nous allons gravir ne figure pas sur les cartes. Nous avions prévu d'atteindre le sommet par un itinéraire beaucoup plus long. En découvrant cet éperon du camp de base, nous n'avons pas hésité. C'est par là que nous tenterons l'ascension. Voie sûre, directe, mais difficile. Pour accéder à cet éperon, nous commençons par gravir des pentes avoisinant les 50 degrés. Nous allons être obligés très rapidement de quitter cette arête pour contourner une zone rocheuse infranchissable. C'est une traversée très délicate que nous effectuons dans des pentes encore plus raides pour pouvoir rejoindre à nouveau cette arête et y installer le camp 2. La montée est très pénible. Nous avons tous besoin de prendre un peu de repos, mais le temps presse et il faut terminer d'équiper au plus vite cet éperon. Le camp 2 est installé à 6700 mètres sur l'arête. Nous apercevons la fin de l'éperon avec sur sa gauche le Gasherbrum. Cette expédition que Jean-Pierre Frézafont préparait depuis 2 ans
avait plusieurs objectifs. Le premier était bien sûr d'atteindre un sommet de plus de 8000 mètres et sans oxygène. Par mesure de sécurité, nous avions emporté 10 équipements complets à oxygène, dont une partie était restée au camp de base et l'autre acheminée jusqu'au camp 1. Le second objectif était de transporter nous-mêmes notre matériel au-dessus du camp de base, sans l'aide de porteurs d'altitude. C'était notre choix. Les navettes entre les différents camps ont été très éprouvantes. Le troisième objectif était d'équiper toute la voie en corde fixe afin que le maximum d'entre nous ait sa chance d'atteindre le sommet. Il n'y a pas de cordée désignée pour les différentes phases de l'ascension, ni même pour le sommet. C'est suivant la forme de chacun et la forme du moment. Il arrivait certains jours qu'il n'y ait qu'un tiers des effectifs sur pied. Pour équiper l'éperon, nous avons donc posé des cordes fixes. Cela consiste, dans ce cas bien précis, à établir tous les 40 mètres environ des points d'ancrage dans la neige avec des pieux à neige. Là où le rocher était bon, nous avons pitonné. À certains endroits, nous avons utilisé les broches à glace. Grâce à cette main courante et au jumard, les portages en ont été facilités. Il reste 250 mètres à équiper. Louis Audubert, Frédéric Bourbousson et Jean-Jacques Forat partent du camp 2 avec quelques centaines de mètres de corde dans l'espoir de franchir ce rognon. Ensuite, c'est un plateau incliné qui remonte jusqu'au col où se trouve l'arête terminale. Éprouvés par 2 journées de gros portage, ils vont atteindre la côte de 7300 mètres et redescendront sur le camp 2 pour laisser la place à Yannick Seigneur, Marc Battard et Jean-Pierre Frézafont. Le 17 juin, Yannick et Marc franchissent le sommet de l'Éperon et installent un bivouac au col à 7650 mètres. Le 18 juin, une deuxième cordée s'élance sur leurs traces. Ce sont Louis Audubert et Bernard Villaret. Ils arrivent eux aussi au bivouac au moment où Yannick et Marc atteignent le sommet. La journée est splendide, aucun nuage dans le ciel. Dans la nuit, à la grande surprise de tous, le vent souffle, la tempête se déchaîne. Au petit matin, Louis et Bernard, seuls au bivouac, partent quand même, croyant que le temps va se calmer. Ils n'iront pas très loin, redescendront au bivouac et resteront bloqués 2 jours à 7650 mètres par des températures proches des -50 degrés. Nous récupérerons Louis à la limite de ses forces. Bernard, également très éprouvé par le froid et l'altitude, va essayer d'entreprendre la descente. Bernard ne reviendra pas.
La tempête fait rage. La tente est secouée de toutes parts. La veille, Jean-Jacques, qui est remonté seul au camp 2 pour prêter main forte, a frictionné les pieds de Louis, miraculeusement épargnés par les gelures, et lui a fait boire un chocolat chaud. Il faut que Louis redescende tout de suite, et c'est Yannick qui l'accompagnera. Jean-Pierre et Jean-Jacques vont rester encore un jour à attendre, malheureusement impuissants pour porter secours à Bernard en pleine tempête à pareille altitude. Deux jours plus tôt, Yannick et Marc donnent l'assaut du Gasherbrum 2. Ils ont emporté avec eux une caméra de 8 mm et nous donnent les images quelque peu floues du sommet. C'est la 4e victoire française sur un sommet de plus de 8000 mètres. Ce 18 juin 1975, nous venons d'ouvrir par une directissime le second itinéraire sur le Gasherbrum 2. C'est une victoire d'équipe avec Bernard que nous n'oublierons pas.